Il y a une douleur silencieuse qui accompagne certains d'entre nous, un murmure inavoué qui persiste après chaque faux pas, chaque rejet, chaque moment perçu comme un échec. Tu ne suffis pas. C'est une croyance qui s'infiltre dans la moelle de l'estime de soi, façonnant nos décisions, nos relations et notre manière de traverser le monde. Qu'elle ait été plantée par des expériences d'enfance, des pressions sociales ou la quête incessante de la perfection, cette insuffisance intériorisée devient un fardeau invisible, assez lourd pour courber les esprits, mais souvent imperceptible pour ceux qui nous entourent. Cette vidéo explore les racines de cette croyance envahissante, comment elle s'ancre dans notre psyché, ses manifestations dans l'autosabotage, le perfectionnisme ou le doute chronique, et le tribut émotionnel qu'elle prélève avec le temps. Pourtant, au cœur de cette exploration se niche un fil d'espoir. La guérison est possible. En démêlant l'origine de ces sentiments, en contestant leur validité et en cultivant l'autocompassion, nous pouvons commencer à relâcher l'emprise du « je ne suffis pas » et retrouver la valeur intrinsèque qui n'a jamais vraiment disparu. Des fondements psychologiques au chemin tendre de la reconstruction. Ceci est une invitation à examiner le poids que nous portons et, finalement, à le déposer. La croyance que nous ne sommes pas assez rarement émerge isolément. Elle est souvent tissée dans la trame de nos premières expériences. Le conditionnement de l'enfance joue un rôle central dans la construction de ce récit. Les attentes parentales, qu'elles soient exprimées ou non, peuvent planter la graine de l'inadéquation lorsque l'amour ou l'approbation semblent conditionnés à la réussite, à l'obéissance ou à la perfection. Un enfant félicité uniquement pour ses bonnes notes ou réprimandé pour ses erreurs apprend que sa valeur est transactionnelle. La négligence émotionnelle, l'absence de validation ou de réconfort, laisse une empreinte différente mais tout aussi profonde, lui enseignant que ses besoins et émotions sont insignifiants. Même dans les familles où l'amour est présent, des comparaisons subtiles entre frères et sœurs, camarades de classe ou versions idéalisées de ce qu'ils devraient être peuvent fracturer l'estime de soi, les laissant se mesurer à un standard impossible bien au-delà de l'âge adulte. Au-delà de la famille, les normes culturelles et sociales agissent comme des architectes implacables du doute de soi. Les médias, avec leur représentation soigneusement sélectionnée de la réussite, de la beauté et du bonheur, vendent une version de la réalité que peu peuvent atteindre mais que beaucoup intériorisent comme vérité. Les critères de valeur, titre professionnel, statut financier, étape relationnelle deviennent des barres à atteindre, et ne pas y parvenir ressemble à un échec personnel. Les rôles genrés exacerbent cette pression. Les femmes peuvent intégrer le message que leur valeur réside dans leur apparence et leur capacité à prendre soin des autres, tandis que les hommes apprennent que la vulnérabilité est une faiblesse et la stoïcité émotionnelle, une force. Ces idéaux rigides laissent peu de place à l'humanité désordonnée et authentique qui défie de telles définitions étroites. Puis viennent les blessures infligées par le rejet direct. Les moments où le monde semble confirmer nos peurs les plus profondes. Le harcèlement scolaire grave la croyance d'être indigne d'appartenance. Les ruptures amoureuses, surtout celles teintées de trahison ou d'abandon, peuvent faire écho au sentiment « tu n'étais pas assez pour qu'on te garde ». Les échecs professionnels ou les humiliations publiques renforcent l'idée que la compétence et l'acceptation sont fragiles, facilement perdues. Chacune de ces expériences s'ajoute à la précédente, construisant un dossier contre soi qui semble irréfutable. Pourtant, ces origines, aussi profondément enracinées soient-elles, ne sont pas des condamnations à vie. Comprendre d'où vient le poids est la première étape pour apprendre à le déposer. La croyance que nous ne sommes pas assez ne reste pas simplement dans l'esprit, elle imprègne nos comportements, nos relations et notre manière de naviguer dans le monde. L'un de ces masques les plus courants est le perfectionnisme, une poursuite implacable de l'excellence dans l'espoir désespéré que la réussite fera enfin taire le critique intérieur. Les surperformants confondent souvent leurs accomplissements avec leurs valeurs, croyant que s'ils font plus, sont plus, ils mériteront l'amour et la validation qu'ils désirent. Pourtant, aucun succès extérieur ne comble le vide, car les poteaux de but du « assez » ne cessent de bouger. La quête devient épuisante, une course sans ligne d'arrêt, où chaque triomphe est accueilli non par de la célébration, mais par un soulagement bref et fugace. Pour d'autres, le fardeau prend la forme du besoin de plaire, une habitude de se déformer pour correspondre aux attentes des autres. Les limites s'estompent ou disparaissent complètement, car dire « non » semble risquer le rejet ou la déception. L'ironie est qu'en cherchant à être aimé ou nécessaire, ils effacent les qualités mêmes qui les rendent uniques, laissant derrière eux une version creuse d'eux-mêmes. L'approbation devient une addiction, et l'estime de soi est externalisée, dépendante de l'humeur et des opinions de tous, sauf des leurs. Puis il y a ceux qui, convaincus de leur propre insuffisance, orchestrent inconsciemment leur propre chute. L'autosabotage murmure qu'ils ne méritent pas les opportunités devant eux. Alors ils procrastinent, hésitent ou se retirent juste au moment où le succès approche. Le syndrome de l'imposteur aggrave cela,
présentant les réussites comme des coups de chance et attribuant les éloges à la chance ou à la tromperie. Même lorsque des preuves de leurs compétences les entourent, ils redoutent le moment où ils seront démasqués comme des imposteurs, incapables d'intérioriser leur propre valeur. Sous tous ces comportements coule un courant de honte chronique, un monologue intérieur toxique qui raconte la vie avec une voix de condamnation. L'autocritique négative renforce la croyance en l'inadéquation, repassant les erreurs passées comme preuve d'échec et interprétant les événements neutres comme des défauts personnels. Je ne suis pas assez intelligent, je suis indigne d'amour, je n'ai pas ma place. Ces mantras façonnent la réalité, transformant le doute de soi en une prophétie autoréalisatrice. Le fardeau, autrefois invisible, devient un poids porté à chaque pas, chaque interaction, chaque moment de solitude. Pourtant, reconnaître ces schémas n'est pas une condamnation, mais une invitation à interrompre le cycle, à questionner le récit et à commencer à le réécrire depuis un lieu de compassion plutôt que de critique. Le poids du « ne pas être assez » n'est pas porté par l'esprit seul, il s'infiltre dans le corps, tend le cœur et assombrit chaque interaction. L'anxiété devient une compagne constante, bourdonnant en arrière-plan comme un système d'alarme défectueux, avertissant toujours d'un échec ou d'une exposition imminente. C'est la tension dans la poitrine avant d'envoyer un email, les nuits blanches à ressasser des conversations pour y déceler des défauts cachés, la peur d'être découvert comme inadéquat. Lorsque cette peur se durcit en quelque chose de plus lourd, la dépression peut s'installer, un épuisement engourdissant dû à l'effort incessant, un deuil pour le soi qui semble perpétuellement hors de portée. Le monde se réduit à une boucle de ce qui manque, et même les petites tâches deviennent insurmontables sous le poids de l'autoreproche. Le corps aussi garde les comptes. L'épuisement professionnel s'attarde dans les épaules raides, les maux de tête tenaces, une fatigue que le café ne peut soulager. C'est le coût physique du travail émotionnel, la poussée incessante à faire plus, être meilleur, avoir moins besoin. L'esprit s'agite même lorsque le corps supplie de se reposer, coincé entre la peur de s'arrêter, et si l'immobilité prouvait votre indignité, et le poids écrasant d'avancer. L'ironie est cruelle, la poursuite même du « assez » draine la vitalité nécessaire pour l'éprouver. Les relations aussi portent les stigmates de ce fardeau invisible. Certains s'accrochent trop, confondant la dépendance avec l'amour, terrifiés que toute distance ne confirme leur pire crainte qu'ils ne méritent pas qu'on reste. Chaque désaccord semble une menace, chaque silence est disséqué pour y trouver un rejet caché. D'autres, convaincus qu'ils décevront ou seront abandonnés, repoussent préventivement les gens, sabotant la connexion avant qu'elle ne s'approfondisse. Des murs se dressent, non par indifférence, mais par une supplique désespérée et inavouée. Si tu me connaissais vraiment, tu partirais, alors je vais nous faciliter la tâche. La tragédie est que l'amour qu'ils désirent est souvent à portée de main, mais la croyance en leur propre manque les empêche de le saisir. Voilà le tribut, pas seulement en pensée, mais dans les mains tremblantes, les voix tendues, le reflet d'un étranger dans le miroir. Pourtant, les corps peuvent guérir, et les cœurs réapprendre leur rythme. La première étape est de reconnaître que ces blessures ne sont pas des échecs personnels, mais le prix à payer pour avoir porté une histoire qui n'a jamais été vraie. Il vient un moment, parfois soudain, parfois lent, où le poids du « pas assez » ne peut plus être ignoré. Il peut survenir en thérapie, lorsqu'une question sur l'enfance démêle une vie d'auto-accusation. Ou dans la crise, quand l'épuisement finit par surpasser la peur de s'arrêter. Peut-être est-ce une prise de conscience silencieuse lors d'une nuit blanche, quand le schéma devient clair. Chaque décision, chaque hésitation, chaque excuse traversée par la même croyance corrosive. La prise de conscience n'arrive pas comme une condamnation, mais comme un étrange soulagement. Ce n'est pas la vérité. C'est quelque chose qu'on m'a appris. Cette reconnaissance est la première fissure dans les fondations, le début du démantèlement du fardeau. La guérison commence non par se réparer, mais par désapprendre. La poursuite d'un soi meilleur reproduit souvent le même cycle d'inadéquation, comme si la valeur devait encore être méritée, mais sous de nouveaux termes. La vraie libération ne réside pas dans l'amélioration de soi, mais dans la récupération de soi. Retirer les couches de manque conditionnées pour redécouvrir ce qui était là avant que le monde ne s'en empare. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, mais de dédevenir tout ce que vous n'avez jamais été. Cela demande de la patience, celle réservée aux choses blessées, comprendre que des décennies de croyances ne se dissoudront pas en un jour. Au cœur de ce désapprentissage se trouve une honnêteté radicale envers soi-même, pas le regard dur du critique intérieur, mais la clairvoyance bienveillante d'un témoin. Cela signifie affronter la voix qui murmure tu échoues et demander « Qui t'a appris ça ?» C'est se surprendre à s'excuser d'exister et faire une pause. C'est reconnaître la honte sans la laisser écrire l'histoire. Cette honnêteté n'est pas une accusation, c'est une souveraineté.
Dire je me sens indigne puis demander est-ce vraiment vrai? C'est reprendre le stylo des mains qui n'étaient pas les vôtres. Le fardeau ne disparaît peut-être pas du jour au lendemain, mais son emprise se desserre chaque fois que vous choisissez de vous rencontrer non avec jugement, mais avec l'acte simple et subversif de dire la vérité. Le voyage de « je ne suis pas assez » à « je suis » n'est pas une ligne droite, c'est un lent réensauvagement de soi. Il commence par un travail sur l'enfant intérieur, un retour à l'origine de la blessure. Cette version plus jeune de vous, qui a appris à associer sa valeur à la performance ou à l'approbation, vit toujours en vous. Guérir, c'est s'agenouiller à ses côtés dans les endroits où elle s'est sentie abandonnée, invisible ou indigne, et lui offrir ce qui manquait. Tu n'as pas à mériter l'amour. Tu existes, et cela suffit. Ce n'est pas qu'une métaphore, c'est le travail tendre et nécessaire de se reparentaliser, de s'offrir l'acceptation inconditionnelle qui aurait toujours dû vous revenir. Personne ne devrait guérir seul. La thérapie offre un miroir pour des schémas que l'esprit a trop bien répétés pour les voir clairement, tandis que les groupes de soutien et les proches de confiance créent un cœur de « moi aussi » et « tu n'es pas cassé ». Ces connexions rappellent que l'isolement nourrit le mensonge de l'inadéquation, tandis que la communauté aide à le dissoudre. Un bon thérapeute ne propose pas seulement des outils, il tient un espace pour les parties de vous ensevelies sous la honte, vous apprenant à les tenir avec la même compassion. Le langage façonne la réalité, et les affirmations deviennent plus que des platitudes, ce sont des contresorts délibérés contre l'ancien récit. Je mérite de me reposer. Mes besoins comptent. J'appartiens ici par droit d'existence. Au début, les mots peuvent sembler creux, mais la répétition creuse des sillons dans la psyché, traçant de nouvelles voies là où le doute de soi régnait sans contestation. La reconstruction identitaire ne consiste pas à créer un soi parfait, c'est rassembler les morceaux épars de votre vérité et déclarer « ceci aussi, c'est moi ». Les limites émergent comme des actes sacrés d'autorespect. Dire « non » devient moins un rejet qu'une révérence pour votre énergie, votre temps, votre capacité émotionnelle. Chaque limite honorée est une brique dans les fondations de la confiance en soi, la preuve que vous ne vous abandonnez plus pour mériter l'amour. Et à mesure que cette confiance grandit, le courage d'embrasser l'imperfection aussi, non comme un échec, mais comme une humanité. La beauté de la suffisance se révèle dans les moments ordinaires. Rire de ses propres erreurs, se reposer sans culpabilité, comprendre silencieusement qu'on n'a pas besoin d'être extraordinaire pour avoir de la valeur. La guérison, au final, ne consiste pas à atteindre une version polie de soi-même. C'est rentrer chez soi vers la vérité inébranlable que vous n'avez jamais manqué de rien. La guérison n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne, une série de petits choix délibérés qui murmurent à l'âme « tu comptes ». Le journaling devient un dialogue sacré avec soi, un lieu où les peurs peuvent être nommées et démantelées, où les victoires aussi mineures soient-elles sont témoignées et honorées. Les affirmations, autrefois étrangères sur la langue, prennent racine dans le cœur, remodelant le paysage intérieur mot à mot. Je suis assez. Ma valeur n'est pas négociable. Je me choisis aujourd'hui. Les rituels de soins personnels passent d'indulgents à essentiels, non comme une performance pour les autres, mais comme une rébellion silencieuse contre la croyance qu'il faut mériter le droit de se reposer, de ressentir de la joie, de la tendresse. Le spectre de l'échec perd son pouvoir lorsqu'il est recadré comme un apprentissage. Chaque faux pas devient une leçon plutôt qu'une condamnation, chaque déception une correction de trajectoire plutôt qu'une accusation de caractère. Un état d'esprit de croissance s'épanouit là où la honte prospérait autrefois, nourri par la curiosité plutôt que le jugement. La gratitude aussi devient une ancre, non comme un déni de la douleur, mais comme un rappel que la plénitude existe aux côtés de la brisure. J'apprends. Je grandis. Je suis ici. La comparaison, ce voleur de joie, est désarmée lorsque vous commencez à mesurer votre parcours à votre propre rythme cardiaque plutôt qu'au succès des autres. Et puis l'alchimie de la guérison s'étend au-delà de soi. Votre douleur, autrefois un fardeau solitaire, devient un pont. Vous repérez l'étincelle du doute de soi dans le regard d'un ami et savez quel mot il a besoin d'entendre. Vous écoutez l'histoire d'un inconnu et reconnaissez la question inavouée. Suis-je assez ? Votre réponse, née d'une sagesse chèrement acquise, devient une bouée. En aidant les autres à guérir, vous vous guérissez à nouveau, non comme la personne qui croyait être brisée, mais comme celle qui sait désormais. La lumière que vous offrez aux autres est la même qui vous guide chez vous. Le chemin vers l'avant n'est pas la perfection. C'est la présence. Se montrer, jour après jour, pour la vie et pour soi qui mérite d'être vécue sans excuse. La croyance que nous ne sommes pas assez n'est pas une vérité fondamentale, mais une histoire que nous avons héritée, une histoire qui peut être réécrite. Elle persiste dans l'ombre de nos réussites,
murmure à travers nos relations et pèse sur nos os fatigués, mais elle ne nous appartient pas. La vraie guérison ne commence pas lorsque nous devenons enfin assez, mais lorsque nous réalisons que nous l'avons toujours été. Elle commence au moment où nous arrêtons de jouer pour l'amour, la validation, un public imaginaire, et où nous nous tournons vers l'intérieur avec le courage radical d'embrasser qui nous avons toujours été, imparfaits, humains, et intrinsèquement dignes. Voilà le grand démantèlement, le lent effritement d'un mensonge que nous avons pris pour une identité. Il y a un pouvoir tranquille à revenir à soi, non comme un projet à réparer, mais comme une personne à contempler. Vous n'avez jamais été trop ou trop peu. Le monde a simplement oublié de vous montrer à quel point vous comptiez, et dans cet oubli, vous avez appris à douter de votre propre valeur. Mais ici, maintenant, vous pouvez vous souvenir. Vous pouvez déposer le fardeau invisible et partir plus léger, non parce que vous en avez mérité le droit, mais parce que vous avez enfin réalisé, il n'a jamais été à vous de porter. Le voyage se termine là où il a commencé, avec vous. Pas le vous qui se bat pour être digne, mais le vous qui existe, respire et occupe de l'espace sans excuse. Cela suffit. Cela a toujours suffi.